Bonsoir Philippe Lelouch, Bonsoir. acteur, réalisateur, animateur. Merci beaucoup de votre présence. plaisir. Vous donnerez prochainement votre nouveau spectacle qui s'appelle Stand Alone. C'est le 25 mai à Lausanne au Théâtre Métropole. Comme quoi tout arrive. Bah oui, tout arrive, mais pour moi, c'est une continuité logique. Ça fait partie de la même chose. J'aime bien raconter des histoires, donc cette fois, je les raconte sans l'artifice d'un personnage. Je me cache plus derrière un personnage. Parce que c'était le premier one-man show que vous aviez proposé il y a quelques années, je crois. Oui. Une expérience à moitié aboutie. Oui, je l'ai fait quelques mois. C'était pas suffisamment significatif pour revendiquer une expérience. Puis à l'époque, c'était différent parce que le one-man show de l'époque, c'était des successions de sketchs et de personnages. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le stand-up. C'est vraiment, on parle aux gens, quoi. Il y a quelque chose d'intime dans ce spectacle. Ouais. Vous vous dévoilez, vous vous mettez à nu. Oui, je suis le principal objet de ma moquerie, mais parce que je viens d'un autre temps, d'une autre époque. J'ai eu la chance de grandir dans les années 80, et quand on compare les deux mondes, il y a forcément des choses drôles, vraiment. C'est deux mondes totalement différents. Des choses drôles. Qu'est-ce qui a changé depuis les années 80 ? Beaucoup, hein. D'abord, alors le truc le plus essentiel pour moi, on a supprimé les slows. Déjà. Voilà, donc ça c'est pour moi, c'est un truc, je me suis dit, qui sont les connards qui ont pris cette décision d'enlever cette possibilité de tomber amoureux en 3 minutes. Voilà, bon, ça, je trouve ça navrant. J'ai du mal à penser que c'est mieux aujourd'hui de rencontrer quelqu'un sur une image et sur une photo truquée que de se préparer pour aller danser. Voilà, j'ai du mal à penser que c'est mieux. Et puis, on a vécu une jeunesse très légère parce qu'avec des interdits qui étaient inexistants, tout était autorisé ou presque. Aujourd'hui, la liberté, c'est quelque chose qui se perd, à votre avis ? En tout cas, on a un sentiment de liberté perdue parce que on a renié sur plein de petites libertés pas essentielles, je vous l'accorde, mais avec de bons principes. Hein, Lesquels, par exemple ? Qu'est-ce qui vous manque ? Alors, non, c'est pas que ça manque, mais je vais vous donner des exemples précis. En voiture, il faut mettre une ceinture. Bah oui, on acceptait qu'il fallait mettre une ceinture parce que ça évite des accidents graves. Pareil pour le casque en moto, il faut en mettre un. C'était pas mal de rouler les cheveux dans le vent, mais on se dit, effectivement, c'est logique, si on peut éviter de se fracasser sur une chute. C'est interdit de fumer dans les endroits publics. Bah oui, c'est mieux. Tout ça, donc tout ça, on l'a accepté pour de bons principes. Mais toutes ces petites libertés qui ont été reniées, ça donne le sentiment qu'on a renié sur la grande. Voilà. Donc, heureusement, tout n'est pas interdit, loin de là, mais ça donne parfois ce sentiment à ceux qui ont connu le monde d'avant. C'était mieux avant. Bah oui, c'était mieux avant, évidemment. De Tréac. Oui, mais dans un réac qui veut plus de liberté, c'est le contraire des réacs d'autrefois, qui voulaient plus d'ordre et de sécurité. Ça a complètement changé. Complètement, mais toutes les cartes ont été rebattues à plein d'endroits. Alors, il y a cette phase un peu intime aussi de votre carrière, j'ai envie de dire. Vous avez envie de vous adresser au public. Pourquoi maintenant ? Parce que j'ai l'âge, probablement, pour le faire. C'est-à-dire, ça part même presque d'un constat. Je vois qu'il y a plein d'humoristes à travers le monde, qui sont, en France notamment, mes compatriotes, qui sont plus que brillants, mais qui sont souvent de jeunes personnes, entre 20 et 35 ans, et qui s'adressent donc à leur génération, avec des codes qui sont les leurs, etc. Et je trouve ça très drôle, hein, c'est super. Et je me dis, mais tiens, les 40 ans et plus sont complètement délaissés. Alors, c'est comme avec la musique. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a que de la musique urbaine, ce qui est formidable, mais ça ne s'adresse pas à nous. Donc les mecs de ma génération, ils écoutent Nostalgie, hein, c'est clairement. C'est-à-dire qu'ils écoutent des chansons d'autrefois, etc. Et c'est pareil pour l'humour. Et je me suis dit, nous, on a encore envie de se marrer. Et surtout, on a vécu une époque dont les mômes ne peuvent pas parler. C'est le moment d'en parler. Donc probablement que c'est l'âge qui m'a poussé à ça. Donc il y a de la nostalgie dans ce spectacle. Ouais, il y aura de l'humour quand même. Ah bah, là que pour ça, rire. même. Ouais. On est là pour se marrer. Ouais, on est là pour se marrer. Et pour tourner aussi un peu en dérision. Bah oui, toute cette période grotesque. Elle est grotesque. On est dans l'absurdie la plus totale. Voilà, donc c'est marrant d'en rire, quoi. Ouais. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Oui, il faut se dépêcher d'en rire pour pas en pleurer. Mais en ce moment, il y a des sujets tous les jours qui arrivent. On dit, ah oui, ah bon, d'accord. Alors voilà, il y a une nouvelle pensée maintenant quasi quotidienne où on nous dit, il faut plus penser comme ça. Maintenant, il faut penser comme ça. Donc il y a des choses formidables, il y a des choses beaucoup moins bien. C'est le moment d'en rire, quoi. On va en parler. On va revenir aussi sur votre carrière assez étonnante. Vous commencez dans le journalisme. Ouais. Vous faites des études de journaliste. Pourquoi ? Parce que je pense que vous et moi, on fait le même métier, finalement. On raconte. Alors vous êtes dans le factuel. C'est votre obligation. Pas toujours. Quand même, globalement, vous êtes dans le factuel. Donc, mais ça part du même constat, c'est qu'on aime raconter des histoires. On a envie de s'adresser aux gens. Donc, journaliste, chanteur, acteur, metteur en scène, écrivain, tout ça, c'est le même boulot, finalement. On raconte. Voilà. Alors moi, c'est vrai que j'ai pris le parti pris de rire des choses. Voilà, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que je pense que c'est ce qui unit les gens, le rire. Vous avez assez rapidement décidé de rire de ce métier ? Ouais. Oui, de toute façon, quelqu'un qui n'est qu'un métier. Hein. Ouais. Moi, je pars toujours du principe qu'on fait très sérieusement des choses pas sérieuses. Hein. C'est ça mon métier. Hein. Vous avez fait quand même des
du journalisme entre guillemets sérieux. Vous avez fait de l'investigation, vous étiez dans des grands reportages. Enfin voilà, c'était pas non plus non, mais c'est folliculaire. Oui, mais je crois que j'étais un acteur qui jouait au journaliste. Ouais. Voilà. Donc j'avais envie peut-être aussi que là-dedans il y a un ego surdimensionné qui disait j'aimerais bien être regardé, aimé, enfin un truc comme ça. Probablement, hein. Il y a des fêlures chez le bonhomme que vous avez en face de vous. Parce que le journaliste de télévision, il y a un côté acteur chez lui. Définitivement. Déjà, il y a un ton journalistique. Ah ouais, faites la voix du journaliste français. Autrefois, vous vous souvenez, c'est marrant, comme les époques sont traversées par les voix des journalistes, mais avec un ton journalistique. Autrefois, il y avait « Et le toujours fringant ». C'était comme ça qu'on présentait les infos. Et maintenant, il y a de ce côté posé. Ça s'est passé à Genève. C'était hier soir, tout de suite. Voilà. Ouais. Donc, à partir du moment où on capte ce ton-là, déjà, il y a un travail d'acteur. Alors, journaliste, c'est un métier engageant. On peut y donner du sens aussi. C'était aussi une des volontés que vous aviez au départ ? En faire un métier qui donne du sens, avec, je ne sais pas, des idées avec, Oui, mais pour ça, le journalisme d'opinion, alors, il revient. D'opinion ou juste un journalisme engagé ? Ça veut dire opinion. Ça veut dire que quand on est engagé, ça veut dire que quelque part, on essaye de faire passer son engagement. Longtemps, je l'ai reproché. Aujourd'hui, il y a du journalisme d'opinion de plus en plus. Il y a même quasiment que ça. Maintenant, il y a des gens qui s'affrontent sur des idées. Mais il y a un moment où on avait l'impression que tous les journalistes étaient des correspondants de l'AFP. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le factuel en disant « il s'est passé ça, voilà, no comment ». Bon, aujourd'hui, les choses changent, mais tout bouge, tant mieux. On me demande de faire le clown, vivement que je le fasse vraiment. Ouais, c'est ça. Il y a des moments où je me le demandais. Quand je faisais des reportages, on voyait bien quand même à la télévision qu'il y avait derrière tout ça une volonté de faire de l'écoute. Donc, il fallait que ça se sente dans le montage un peu, en disant, tiens, mais ce passage-là, voilà. Donc, à un moment, j'ai plutôt envie de le faire vraiment avec des choses qui sortaient de ma tête. Comme ça, c'est plus simple. Est-ce que ça a changé votre regard sur ce métier ? De journaliste ? Ouais. Non. Je suis très admiratif, moi, quand les journalistes font bien leur boulot. Il y en a qui prennent des risques tous les jours, etc. Après, je suis beaucoup plus circonspect quant à ceux qui se prennent pour des procureurs de la République. Voilà. Ça me plaît moins. Le journalisme qu'accuse, c'est pas le Watergate que de dénoncer quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toute la différence entre dénoncer un système, aller investiguer, etc., pour réussir à démonter un truc qui est vraiment fallacieux, plutôt que de s'en prendre à des personnes, précisément. Moi, là, c'est ma limite. Il y a des exemples en tête oui, non, j'en ai pas, mais enfin, on voit bien en ce moment, enfin, c'est chose courante qu'on s'acharne sur des gens, pas toujours de la meilleure façon. Voilà, moi, je pense qu'il y a une justice et il y a le journalisme, ça ne doit pas se confondre. Puis le journalisme est un contre-pouvoir aussi. Absolument. Alors, il y a cette parenthèse journalistique, elle dure quoi, quelques années ? Quelques années, ouais. Vous avez fait quand même un peu de télévision comme animateur, alors c'est plus forcément du journalisme. Non, vous étiez, il y a quelques années encore, à la tête de Top Gear France. Ouais. Il y a toujours eu cette double casquette entre le côté télé-acteur, le côté sérieux du journalisme. Ouais, il y a surtout... Top Gear, c'était vraiment pas sérieux. Hein. Ouais, bah non. Non, il y a l'envie de faire le con. Hein, quand même, la vie passe plus vite quand on fait le con. Moi, je considère qu'une journée sans rire est une journée de perdu. Voilà. Donc, partant de ce principe-là, j'organise mon temps à essayer de rire et de faire rire. Il n'y a rien de meilleur que de ricaner. Il n'y a rien de meilleur que ça. Et puis alors, le jeu d'acteur, il se concrétise via des téléfilms assez rapidement. Ouais. Une femme d'honneur, je crois. Une femme d'honneur, c'est mon Corinne Touzet. Ah, exactement, c'était ma première apparition comme acteur. Et après, il y a eu évidemment des séries, des films, et puis assez vite après du théâtre. Ouais, quand j'ai commencé à écrire, mais ça partait d'une démarche il fallait que je me donne du boulot, quoi. Bon, donc j'ai écrit mes propres trucs et c'est comme ça que ça a démarré. C'est drôle parce que vous n'avez pas fait d'école de dramaturgie, non. Pas forcément fait de théâtre quand vous étiez jeune. Ouais, mais je crois pas que ça s'apprenne. Mais je crois pas que ça s'apprenne. Voilà, je crois que c'est un métier. C'est comme, pour moi, il y a un truc, c'est comme s'il y avait une école de l'amour. Vous voyez, on va apprendre à aimer. Non, je suis assez. Tout le monde a vu ces mots de Jacques Brel qui croit pas au talent, qui disait que le talent, il croit pas à l'accident naturel, mais que le talent c'est l'envie. Et je le rejoins là-dessus. Moi, je pense que quand on a envie de faire ce métier-là, on le sent assez vite. Et on va apprendre de la technicité, probablement. Mais enfin, le vrai fond de l'acteur, il est là où il est jamais là. Quoi. Et puis la culture, c'est pas quelque chose qui s'apprend. Non. Ça se travaille quand même. Ça se travaille. Ouais. Disons, ça s'apprend pas à l'école. Quoi. Non. C'est un appétit. C'est un appétit, exactement. Une envie. Et vous avez cet appétit. Ouais, beaucoup. Vous êtes un homme cultivé. Je sais pas si je suis cultivé, mais j'essaye de m'intéresser. En tout cas, avant de prendre la parole sur un sujet, j'ai envie de savoir.
Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de crétins qui prennent la parole sur n'importe quoi. Vous voyez, par exemple, j'ai bien noté que les mêmes qui donnaient leur avis sur les vaccins du Covid, comme s'ils étaient médecins ou chercheurs, c'est ceux qui donnent aussi leur avis sur Gaza en ce moment. Voilà. Donc on passe d'experts scientifiques à experts en géopolitique. Tout ça me fascine. Donc je me dis, bon, avant de prendre la parole sur un sujet, vaut mieux l'étudier, quoi. Vous naissez en 66 en Israël, vous grandissez en France et vous dites « je suis français et juif Ouais. ». L'ordre des mots a une importance. Et il est très important parce que je me souviens d'un dramaturge très célèbre qui, après-guerre, avait dit « avant la guerre, je disais je suis français et juif, et depuis l'Holocauste, je suis obligé de dire que je suis juif et français ». Moi, je suis français et juif, et fier à la même échelle des deux. Vous avez une phrase qui compte, pour vous, c'est « we will dance again ». Ouais. Elle prend d'autant plus son sens aujourd'hui. Bah oui, je suis surpris qu'on n'ait pas tous cette phrase en tête. C'est-à-dire qu'il y a eu un massacre le 7 octobre qui ne peut pas être justifiable d'aucune manière. Voilà, c'est un massacre, c'est un pogrom. Partant de ce principe-là, voilà, j'ai vite affiché ça, parce que d'abord, le message est beau, on dansera toujours, ça j'espère bien, jusqu'à la fin de nos jours. C'est le principe de la vie. Mais c'est surtout, voilà, j'ai été sidéré que le monde entier ne s'émeuve pas de ce qui s'est passé, et pire encore, qu'il y en ait qui puissent le justifier, voilà. Et il y a l'idée d'une fraternité aussi dans ce vœu de danser. Oui, mais universelle. Universelle. Moi, j'ai pas de... Ça me paraît fou qu'on puisse assassiner des femmes, torturer, assassiner, violer des femmes ou des enfants au seul prétexte de leur religion ou de leur appartenance à une quelconque race. Pour moi, j'ai pas été élevé comme ça. Moi, je fais partie de la génération qui prêchait le vivre ensemble. En 81, j'ai porté touche pas à mon pote, ça voulait dire on est tous les mêmes. Donc aujourd'hui, de me retrouver dans cette société-là, voilà, ça c'est la dérive qui est pas drôle, dans une société où tout d'un coup des gens peuvent se détester au seul prétexte d'une appartenance religieuse ou ethnique. Ça me paraît fou, c'est dingue. Donc on doit s'insurger contre ça. Et vous le faites. Oui, bien sûr. Mais vous n'avez pas peur. De quoi? De le faire. Non, c'est normal. Enfin, être un homme, c'est aussi avoir des positions. Je suis pas fan, moi, des artistes qui prennent systématiquement des positions. Je suis pas un homme politique. Mais là, c'est pas une position politique, c'est une position humaine. Vous dites depuis le 7 octobre, je ne suis plus féministe. Ah ben non. Non. Non, leur silence est assourdissant aux féministes depuis les massacres du 7 octobre. Donc je vois bien que c'est plus facile de s'en prendre à Sébastien Coé qu'à la branche armée du Hamas. Hein. Ça, j'ai bien conscience que c'est moins dangereux. Mais à partir du moment où le féminisme n'est plus universel, moi, il est plus entendable. Voilà. Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui me choque? Ouais. Ce silence-là. Ce silence, par rapport à quoi? Enfin, il y a des femmes qui sont... Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi toutes les féministes du monde entier disent ce qui s'est passé là, c'est atroce? Pourquoi? Parce qu'elles sont juives? C'est un questionnement que je n'aimerais ne pas me poser. J'aimerais ne pas l'avoir. De toute façon, tout est surréaliste en ce moment. Puis l'Iran qui rentre dans la danse maintenant. Alors l'Iran qui rentre dans la danse, mais alors là aussi c'est très curieux. C'est-à-dire que les mêmes qui considèrent que la réponse d'Israël aux attaques du 7 octobre est disproportionnée, ce sont les mêmes qui justifient l'attaque de l'Iran en disant bah oui, mais c'est Israël qui a attaqué les premiers. C'est-à-dire que Israël n'a pas le droit de répondre, mais les autres oui. Voilà. Donc on est dans un système de pensée là qui est plus que bizarre, qui est plus qu'étonnant. En même temps, la société est très polarisée parce qu'on peut aussi vous répondre que ce qui se passe à Gaza est une tragédie et que tous ces morts, ces innocents... Mais on peut pas faire une asymétrie. C'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose que de venir massacrer des femmes et des enfants pour rien. Et la réponse militaire. Voilà. Et la réponse militaire, elle est évidemment qu'il y a des tragédies. Bien que ce soit une guerre excessivement propre, hein, moi, de ce que j'en sais et de ce que j'étudie, je vois bien que c'est assez rare, par exemple, que l'aide humanitaire soit précisément assurée par le pays ennemi. On n'a jamais vu ça. Moi, j'ai pas vu les Américains envoyer au Japon une aide humanitaire ou les Français en Allemagne. Voilà, c'est la première fois, c'est inédit dans une guerre où le pays attaqué en premier lieu fait quand même s'assure des convois humanitaires, c'est fou. Donc c'est tu dire, alors évidemment qu'il y a des dommages collatéraux, c'est épouvantable des enfants qui meurent des deux côtés, mais il n'y a pas d'asymétrie entre un massacre volontaire d'une population civile et une réponse militaire dans laquelle il y a des dommages collatéraux. Dizaines de milliers de morts quand même. Ouais. Selon les chiffres du Hamas, enfin qui sont pas capables de savoir où sont les otages ni s'ils sont en vie, mais qui sont capables dans la minute de donner une réponse précise sur le nombre de victimes. Là aussi, il y a des choses à remettre en question quand même. Vous dites quelque chose de très fort. Je préfère encore l'antisémitisme à l'antisionisme.
Bah, bien sûr. Je préfère qu'on m'en veuille parce que je suis juif et que ça veut dire qu'on me connaît pas bien, plutôt qu'on me reconnaisse pas le droit d'habiter dans un pays. Voilà, l'Israël, le pays des Juifs, reconnu comme tel. Voilà. Et je considère que l'antisionisme, c'est terrible. C'est-à-dire que ça veut dire que vous voulez qu'Israël soit rayé de la carte. On le voit bien en ce moment. Hein, que c'est très. Alors là, pour le coup, là, on parle de choses qui sont pas entendables. Donc oui, je préfère un mec qui m'aime pas parce qu'il me connaît pas bien et parce qu'il pense que le juif dirige le monde, plutôt que le mec qui refuse le droit d'exister à l'État d'Israël, bien sûr. Le regard sur la période qu'on vit, ça réveille ça réveille des souffrances. Ça réveille la pire des angoisses. C'est-à-dire qu'on se disait tout ça est derrière, plus jamais ça. Donc qu'est-ce qu'on doit dire encore aujourd'hui? Plus jamais, jamais, jamais ça. C'est-à-dire que voilà, c'est 50 ans après, 70 ans après, ça revient. Donc c'est quoi? C'est le ventre est encore fécond, d'où peut sortir la bête immonde, disait Bertolt Brecht. Bah, il avait raison. C'est-à-dire que je pensais pas vivre ça, je pensais pas vivre ça dans ma vie. Voilà. On va parler de votre enfance. Ouais. Enfance merveilleuse. Merveilleuse, absolument. Avec des parents qui se sont aimés, une enfance magique, dans une France paisible et heureuse, où à l'époque où tout le monde partait un mois en vacances, voilà, ce qui existe beaucoup moins, et en voiture. Donc on avait tous les mêmes, avec 3 chaînes de télé. Vous savez, il y a un grand penseur qui avait dit c'est la culture commune qui fait les âmes communes. Et je crois que ceux qui sont nés dans la France de mon enfance, comme chantait l'autre, eh bien, ils avaient cette culture commune. Il y avait que 3 chaînes de télé, tout le monde avait la même vie, ou presque. Il y avait évidemment des différences de classe sociale, mais enfin, tout le monde vivait très correctement. C'était aujourd'hui les choses. On avait peut-être moins d'attentes aussi. Oui, mais il y avait plus de moyens. Il y avait un marché du travail qui était là. Il y avait quasiment pas de chômage ou peu. Enfin, il y avait des possibilités de s'en sortir et tout le monde vivait correctement. Aujourd'hui, on est aussi habitué à une forme de luxe. Oui, le luxe un peu express. Enfin, on prenait peut-être pas forcément l'avion toutes les semaines. Oui, mais voilà. Parce que ça s'est démocratisé, etc., etc. Mais il y a plein de gens qui non seulement ne prennent pas l'avion, mais qui peuvent même pas partir en vacances. Ça n'existait pas à l'époque. Vous parlez beaucoup d'amour. Oui. L'amour de vos parents, ça a été vraiment quelque chose qui vous a enveloppé, qui vous enveloppe encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bon, Marcel Pagnol disait « on guérit jamais de l'enfance ». Moi, je crois que on s'en sépare pas. Et quand on a eu la chance, comme moi, d'avoir une enfance heureuse, c'est même douloureux de la voir s'éloigner de plus en plus. Voilà. Vous êtes le fils de Claude Lelouch, oui. Pas celui qu'on croit. Pas celui qu'on connaît. Ouais. Oui, mais mon père s'appelait Claude. Et j'ai fait 3 films, moi, avec Claude. Il sait bien ça. J'en ai joué beaucoup. Hein. J'ai raconté de la merde avec ça. Hein. Comme on me disait, t'es le fils de Claude Lelouch. À l'époque où il n'y avait pas Internet, c'était facile de mentir. Et adolescent, j'ai menti pendant les slows. Ah ouais. Oh, c'est pas la même orthographe. Non, c'est pas la même orthographe. Moi, il y a 2 L et un E, et lui, il y a un seul L et pas de E. Ouais, vous en avez joué alors. Oui, bien sûr. Bah oui. Le pire bobard. C'était raconté. Le pire bobard, c'est à l'armée. À l'armée, quand j'ai fait l'armée, à un moment, j'avais été voir le psy et je lui avais dit j'en ai marre, tout le monde me demande des autographes de mon père, des places de cinéma. J'ai raconté n'importe quoi pour avoir 2 semaines de repos. Voilà, et ce que j'avais obtenu d'ailleurs. Ah ouais, ouais. Pas mal. J'ai menti, pardon. Bon, un mensonge, qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. Aujourd'hui. Surtout celui-là, ouais, on est bien d'accord. Vous dites que votre père, c'était votre premier héros de cinéma. Pourquoi? Parce qu'il n'était jamais là où je l'attendais. Parce qu'il avait cette espèce, d'abord, il avait une présence très forte, un charisme assez étonnant, et il avait jamais il était très surprenant, mon père. Et mon frère et moi, j'ai cité mon frère, c'est lui qui a répondu ça en interview. Il a dit un jour, on a grandi en regardant mon père comme un héros de cinéma. C'est peut-être pour ça qu'on a voulu faire ce métier. Votre frère, ouais. Pardon. Ouais. Gilles Lelouch, celui qu'on croit. Ouais, celui qu'on croit. Ouais, absolument. On a fait tous les 2 ce métier-là. C'est comme ça. 2 vedettes. Ouais, pourvu que ça dure. Et vos parents, alors, avec 2 vedettes en devenir, se disaient, étaient-ils un peu inquiets pour votre avenir professionnel? Oui, ma mère, pas du tout. Ma mère, bizarrement, est-ce que ça ne devrait pas être le rôle de toutes les mères, nous accompagner dans nos rêves? Mon père, lui, était plus que circonspect, ouais. Et il était parfois même assez violent, en disant « vous n'y arriverez pas, c'est trop compliqué, etc. » Et puis après, évidemment, il a été très fier. Et la douce autorité du père, quand même, très important, qui vous a éduqué. Vous dites, il m'a appris, ou il nous a appris à devenir des hommes. Ouais. Bah oui, parce qu'il y a aujourd'hui, dans toute cette évolution, on demande souvent aux papas de se comporter comme des mamans. Je suis pas sûr que ce soit bien, mais je fais partie de cela. Hein. Donc je remets tout ça en question, mais avec tout le recul requis.
moi, je suis pas sûr voilà. Moi, je dis beaucoup je t'aime à mes enfants parce que j'ai l'impression que mon père me le disait pas assez. Mais est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il faut deux mamans, aimer un enfant voilà, comme une maman? C'est pas le rôle du père, je crois. Il y a un certain rôle, peut-être, je dis bien peut-être, à montrer. Le goût de l'effort, ça s'enseigne. Le goût de, bah non, papa, il doit aller travailler. Maman aussi, mais voilà. Donc il y a des choses comme ça. Peut-être qui sont un peu à perdition. Je sais pas, je suis pas expert. Mais en tout cas, on peut se poser légitimement les questions. On a tous eu, dans mon époque, des papas plutôt autoritaires, et force est de constater qu'on n'en est pas mort. Voilà. Les grands points de repère, c'est quoi? Ce qui vous a laissé, que votre père vous a... Oh là, il y en a beaucoup. Hein. Mais d'être un mensch, comme on dit, d'être un homme, c'est-à-dire tenir sa parole, pas mordre la main qui vous a nourri, être loyal. Voilà, c'est à peu près les trois grands principes fondamentaux. Et le respect de l'autre. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça qu'il a dû nous laisser, ouais. Et alors, votre frère, vous êtes proches, vous très, bien sûr. Bien sûr. C'est mon frère. Vous êtes des compères. Oui, bien sûr. C'est bizarrement, on parle très, très peu de ce métier tous les deux. C'est-à-dire que quand on est ensemble, on revient immédiatement dans des codes de môme, à se faire des blagues pour faire rire que nous, etc. On n'a pas ce... C'est assez rare qu'on va pas passer une soirée à parler du boulot, et toi tu fais ça, et moi je fais ça. C'est assez rare. On a autre chose à faire, en fait. Qui a été le premier à faire ce métier? Ouais. Alors, c'est difficile parce que c'est lui, mais moi j'ai pris des cours de théâtre avant. Mais il y avait ce truc commun, quoi, qu'on a eu. Mais en revanche, c'est lui qui a commencé à le faire plus vite que moi, je crois. Ouais. Vous l'avez dit en début d'entretien, vous vouliez être un peu connu, vous vouliez être célèbre. Vous avez réussi votre vie. C'est plus compliqué que ça, que de réussir sa vie. Parce que oui, en tout cas, les rêves de môme que j'avais, je les ai pas trop trahis. Mais on passe à côté de plein de choses. Par exemple, mes deux premiers garçons, je les ai pas beaucoup vus grandir parce que j'étais très occupé à essayer de réussir. Voilà, donc il y a forcément un revers de la médaille, mais c'est chouette. Mais c'est chouette. Mais vous êtes quand même très famille, vous êtes quand même très clanique comme ça. Ouais. Vous n'êtes pas passé à côté de l'essentiel, non? J'espère. Mais enfin, mes fils m'ont plusieurs fois fait la réflexion en me disant on ne voyait que le week-end, quoi, et encore. Donc c'est compliqué. Mais j'essaye, si tant est qu'on puisse le faire, de rattraper le temps perdu aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez plus de temps? Ouais, un peu plus. Un peu plus. Ouais. Quelles sont vos activités, vos moments d'évasion, Philippe Lelouch? C'est mes enfants. C'est la moto. J'aime bien partir de temps en temps en balade avec les copains en moto. Et sinon, c'est mes enfants. C'est essayer de passer du temps avec eux. C'est très important de passer ne serait-ce qu'une demi-heure en tête à tête avec chacun de ses enfants. J'en ai 4. Donc c'est important. C'est leur donner à un moment ce sentiment d'être privilégié. Et vous en parlez dans vos spectacles? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est important. Oui, la famille, globalement, c'est important, mais ces valeurs-là sont importantes. Voilà, la famille, les copains, l'amour, tout ça, c'est quand même les choses qui font qu'on est vivant. Hein. Rendez-vous donc le 25 mai, Métropole à Lausanne, on se réjouit. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Bon week-end à vous. À vous aussi.